Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19e rendez-vous en direct. Pendant cette pandémie, nous avons souhaité vous offrir des moments d'échange avec des invités. C'est vrai que lorsqu'on est atteint du cancer ou qu'un proche est atteint d'une maladie, c'est important de pouvoir être entouré, d'être soutenu. Et cette pandémie rend cet encadrement plus difficile à distance. Alors on espère que ces rendez-vous prochainement, vous pourrez les suivre en présentiel. Et pour le moment, vous pouvez les suivre en direct sur Facebook et puis le lendemain sur YouTube. Alors si vous êtes en direct avec nous et que vous souhaitez nous poser des questions, vous pouvez rédiger des commentaires dans notre page. Je profite aussi de vous rappeler que nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h si vous avez besoin d'un soutien pratique, d'une aide, d'une écoute. Vous pouvez nous joindre au 021 623 11 11. Et le canton de Vaud a mis aussi sur pied une centrale des solidarités qui peut apporter des aides pratiques, par exemple un service de livraison de courses à domicile, une aide ménagère. Et cette centrale, vous pouvez la joindre jusqu'au 15 janvier directement au 0800 30 38. Cette centrale peut aussi apporter un soutien pour l'entretien d'un animal de compagnie. Et c'est le sujet que nous avons choisi d'aborder ce soir, les animaux de compagnie. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dr Yersin. Vous êtes psychiatre, bienvenue. Merci. Bonjour. Et Madame Dolder, vous êtes art thérapeute. Bonsoir. Alors pour commencer, Madame Dolder, expliquez-nous quel a été votre vécu d'un animal de compagnie dans votre pratique. Et en particulier, vous avez travaillé à Rive-Neuve, un centre de soins palliatifs. Dites-nous quelques mots sur ce qu'est ce centre et puis comment est arrivée l'idée d'accueillir un animal ou plusieurs dans ce centre. Merci. Alors, pour vous dire que Rive-Neuve, c'est vrai que c'est un endroit ça existe depuis une trentaine d'années, qui est un lieu de soins palliatifs. Ça fait partie du réseau des hôpitaux et on prodigue des soins palliatifs spécialisés et de long séjour. Les soins palliatifs, c'est vraiment aussi pas que la fin de vie. Souvent, les gens ils pensent que c'est que la fin de vie, mais les soins palliatifs concernent toute personne qui a une maladie chronique incurable. Et on peut déjà avoir besoin de soins palliatifs dans certaines longues maladies durant des années. Donc, Rive-Neuve est donc un centre spécialisé, mais qui est petit, un hôpital de soins palliatifs spécialisé petit, avec une vingtaine de lits. Et moi, j'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Et comment le chien est arrivé là, c'est que ça faisait en fait partie depuis toujours, de l'idée des fondateurs qui avaient à cœur que, en même temps qu'on prodigue des soins hospitaliers, que ce soit un lieu qui rappelle la maison. Et pour eux, l'animal fait partie d'une maison, que ce soit le chat, le chien. Et donc pendant des années, c'est le couple directeur des fondateurs qui prenait leur chien au travail, et il était là dans la maison. Et quand eux, ils sont partis à la retraite, c'est posé la question dans l'équipe, mais qui va prendre un chien pour que ça continue et puis pour qu'il y ait de nouveau un chien qui soit présent dans la maison. Et du coup, moi, vraiment, je me suis très vite présentée parce que j'ai toujours eu des chiens et ça me manquait. Et c'est vrai que si on ne peut pas prendre le chien au travail, des fois, ça peut être compliqué. On va en parler, je pense, pour le chien, parce que le chien a des besoins aussi qui sont différents d'un chat. Et du coup, j'ai pris un chien qui était adapté en consultation avec mon vétérinaire pour ce lieu, parce que c'est peut-être pas pareil si on est en soins palliatifs que si on est dans une institution, par exemple, avec des personnes handicapées ou des enfants. Donc, c'est pas peut-être le même genre de chien qui est adapté. Et vu qu'aussi, comme art thérapeute, c'est vrai que j'allais quand même chez tous les patients, au moins pour faire connaissance, pas forcément pour des suivis. Ça permettait aussi qu'en fait, finalement, le chien pouvait m'accompagner chez certains patients. Soit il le désirait, ou soit pour faire connaissance. Et puis l'animal, mais on va en parler, apporte quelque chose dans le lien.
Donc vous avez adopté un chien. Quel chien avez-vous choisi? Alors, en écoutant les conseils de mon vétérinaire, j'ai choisi un bulldog français. J'étais pas du tout convaincue au début parce que j'ai toujours eu des grands chiens, en fait. Et je me suis dit, non, mais ils ont quand même une drôle de tête, etc. Et puis finalement, Je crois que vous l'avez pris chiot. tout petit. Tout petit. Oui, Je crois que vous nous avez apporté une photo qu'on va passer. Où elle était, toute petite. Et j'ai pris des cours pour vraiment aussi que ça soit adapté. Et en fait, un peu le hasard a voulu que mon beau-père est tombé... Enfin, il était déjà malade, il avait une maladie oncologique. Et au moment où j'ai pris le chien, il était en soins palliatifs, mais sur Fribourg. Et ça fait que cette chienne, parce que c'était les vacances, depuis toute petite, elle est venue dans les hôpitaux, où elle a appris qu'il ne faut pas mordre les tuyaux des sondes, etc. etc. Et comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Lilou. Lilou. Ouais. Voilà l'histoire des chiens. Et donc, à Rive-Neuve, il y avait aussi toujours eu des chats, en tout cas quand j'y étais. Qui restaient constamment. Mais c'est vrai que le chien, il a besoin d'un maître, donc le chien, il rentrait avec moi. Et puis, il était là quand je travaillais. Très bien. On reviendra sur l'expérience de ces animaux de compagnie à Rive-Neuve. Docteur Yersin, vous-même, vous avez un chien. Oui. Qu'est-ce que c'est comme race? Il en a. Oui, c'est un chien de race. C'est aussi un bulldog français. Et vous l'emmenez à votre travail. Oui. Alors, racontez-nous comment l'idée est venue. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'envie était présente depuis longtemps d'avoir un chien. Pendant toute ma formation et tout le temps où je travaillais à l'hôpital, c'était évidemment pas possible. L'enjeu était de pouvoir m'en occuper et de pouvoir le prendre un maximum avec moi et pas qu'il passe des journées ou de longues journées, vu mes horaires de l'époque, seul. Et dès le moment où j'ai pu m'installer, j'ai sauté le pas de m'installer en cabinet, l'idée est revenue un petit peu plus sur l'avant-scène et puis le projet s'est concrétisé. Et pourquoi vous avez choisi cette race? Alors, dans le même sens que Béatrice, aussi pour le côté plutôt calme et pantouflard de cette race. En cabinet, ça aurait été probablement un petit peu plus compliqué d'avoir un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser. Les balades, il y en a plusieurs dans la journée, mais elles sont plutôt courtes et pas de longues heures dans la montagne. Et comment ça s'est passé avec les patients? Vous les avez consultés? Alors, oui, la consultation, disons, ça a été un petit peu... ça s'est pas fait comme c'était prévu, vu la pandémie et voilà, la première vague, où finalement, j'ai pas pu en discuter si librement comme j'avais pensé le faire. Elle est arrivée en cours de confinement, en fait, semi-confinement. Mais du coup, oui, dès le moment où on s'est revus, j'ai eu des contacts téléphoniques, surtout initialement avec mes patients, et puis la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce que c'était un problème ou est-ce que ça les dérangeait ou pas? Et puis finalement, tout le monde était soit content, soit tout à fait d'accord qu'elle soit présente, et puis ça s'est fait assez simplement. On reviendra alors sur ce qui se passe en consultation avec cet animal. C'est une femelle? C'est une femelle, qui s'appelle Rosie. Rosie. Et du côté de Rive-Neuve, donc au départ, je vous ai présenté, vous êtes art-thérapeute, vous êtes psychiatre, donc vous n'êtes pas, à proprement parler, zoothérapeute et faites de la thérapie avec l'animal, c'est pas votre spécialité. Néanmoins, il y a cette présence qui est là et vous avez pu observer comment ça se passe avec les patients. Racontez-nous à Rive-Neuve, vous disiez tout à l'heure, donc vous alliez à la rencontre des patients, vous preniez à chaque fois le petit chiot avec vous? Alors, pas chaque fois. Après, c'est beaucoup d'adaptations que je faisais par rapport à ce que je savais peut-être déjà du patient. Ou aussi, vu que Lilou, enfin la chienne, elle circulait assez librement. C'était pas un chien fugueur non plus. En fait, les patients, souvent, quand ils arrivaient,
leur premier petit déjeuner, les chiens rappliquaient quand même, hein, même s'il y avait la règle de rien leur donner à table. Mais quand même, donc elle allait et les gens, ils voyaient qu'elle était là. Et donc, il y a déjà un dialogue souvent qui s'installait. Et puis, ça fait un peu un premier lien où ils disent, mais c'est à qui ce chien? Et puis après, quand je me présentais avec ma profession, ah, mais si on va à l'atelier, est-ce qu'elle peut venir avec, etc. Après, c'est pas toujours. Il y avait aussi des patients où j'ai vu que ma chienne, elle venait très spontanément, toujours avec. Et puis d'autres patients ou d'autres moments où elle avait besoin de se retirer parce que ça peut aussi faire beaucoup pour l'animal si il doit avoir des pauses. Un endroit où il peut se retirer, où il y a pas de contact ou peu de contact possible. Mais après, c'est vrai que souvent quand je faisais ma tournée le matin, elle me suivait. Avec l'âge, un peu moins, mais en tout cas quand elle était jeune. Et après, c'était aussi possible pour certains patients, c'est arrivé, qui demandaient est-ce que Lilou peut venir vers eux dans la chambre sans que je sois là. Donc d'avoir juste la présence de l'animal au pied du lit ou sur un linge sur le lit, etc. Ça, c'était aussi possible. Et vous avez mentionné qu'il y avait des chats aussi à Rive-Neuve. Alors, on a des fois en tête que les chiens et les chats ne s'entendent pas. Est-ce qu'il y avait des courses-poursuites parfois ou Alors au début, c'était compliqué parce que le chat était là avant. Donc c'était lui le chef. Et une ou deux fois, le chat a un peu attaqué ou remis en place la chienne pour dire non, mais c'est quand même moi le chef. Et après, ils se toléraient. Ils n'ont jamais joué ensemble ou comme on voit sur des magnifiques photos où le chien et le chat dans le même panier. Alors ça, c'est jamais arrivé, mais la maison et le terrain étaient assez grands pour qu'il y avait une cohabitation tout à fait calme et paisible. Il n'y a jamais eu de bagarre autour des équelles ou des choses comme ça. Docteur Yersin, Madame Dolder évoquait le fait que des patients demandaient la présence du chien. Pourquoi on s'attache à ces animaux? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Bon, à mon avis, ça apporte beaucoup de choses et des choses très variées. Je ne sais pas si on peut faire des généralités, ça pourrait presque en devenir faux d'ailleurs de tirer des généralités de ça, mais je pense que déjà on choisit un animal ou une race en fonction de ce qu'on en imagine. Peut-être aussi un chien, un chat, c'est pas du tout la même idée qu'on s'en fait, qui est en général quand même assez juste. On en parlait tout à l'heure de l'intensité de la relation et du côté peut-être plus indépendant d'un chat parfois. Donc je pense que c'est très personnel. À mon avis, on peut souhaiter retrouver des choses de son enfance, des animaux ou des relations qui ont compté. On peut souhaiter construire quelque chose dans un moment de solitude. Enfin, je crois que c'est vraiment très, très varié. Et comment ça se passe pratiquement alors dans votre cabinet? Le chien et votre chienne est avec vous pendant les consultations? Oui, alors pratiquement, la chienne ne navigue pas trop dans tout le cabinet, mais reste dans la salle de consultation, plus ou moins volontairement ou plus ou moins d'accord de rester, mais globalement, elle y reste. Et puis, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 1 an. 1 an. Oui. Donc elle est encore vive. Oui, oui, vive, mais vive comme un bulldog français, vif, alors c'est raisonnable. Mais elle n'est pas toujours très d'accord de rester et d'attendre que j'aille chercher quelqu'un, un patient en salle d'attente. Enfin, quoi qu'il en soit, quand on arrive, ce qui se passe, ce qui s'est installé assez spontanément, c'est qu'elle se lève de l'endroit où elle est couchée, elle passe dire bonjour, chercher quelques caresses, et puis après elle se réinstalle et voilà, s'occupe toute seule pendant que la consultation se déroule. Donc elle cherche des caresses auprès du patient. Alors, auprès du patient, en tout cas quelques instants au moment où il s'installe, depuis quelque temps, elle repasse vers moi chercher encore une caresse sur le chemin de son panier. Mais ça s'est mis en place et maintenant c'est vraiment protocolé comme ça. Enfin, c'est la manière qu'elle a de faire. Est-ce que parfois vous évoquez le chien pendant la consultation? Alors,
Oui, alors disons pas moi spontanément, mais mes patients le font participer plus ou moins activement. Je crois que le chien, la chienne a vraiment une place dont on parle ou dont on ne parle pas, mais elle existe en consultation. Elle a une utilité même quasiment, où parfois elle peut aider à gérer un moment d'inconfort ou dans un moment de vive émotion, servir à peut-être détourner un moment la conversation pour y revenir quand les choses sont un tout petit peu moins vives. Donc oui, je crois qu'elle a un rôle dans cette consultation. Donc concrètement, quand vous évoquez beaucoup d'émotions qui surgissent pendant l'entretien dans votre cabinet, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement la présence du chien qui va apaiser, ça permet de garder un peu le silence, ou est-ce que c'est le... Alors, bon, possiblement, certainement aussi. Je remarque des fois que quand ça devient très intense ou trop douloureux, tout à coup, mon patient en face de moi commence à parler du chien ou commente ce qu'elle est en train de faire ou me pose une question par rapport au chien. Et ben, j'ai appris à comprendre ce que ça veut dire au-delà de la question posée. Et finalement, l'utiliser, je dirais pas jusqu'à un co-thérapeute, mais en tout cas, penser à ce qui se passe autour d'elle. Madame Dolder, vous avez observé aussi ce genre d'interaction à Rive-Neuve? Alors, ce que j'ai vu quand je la prenais dans les séances d'art-thérapie, c'est que, surtout quand elle était jeune, elle essayait aussi toujours un peu de shipper des outils ou des bouts de bâton ou d'amener des choses vers les patients pour essayer d'inciter à jouer. Donc, en général aussi, ça détend, ça fait rire. C'est vrai que dans les moments de séances d'art-thérapie comme chez Dr Yersin, il peut y avoir des moments d'émotion. La situation fait que souvent, il y a déjà beaucoup d'émotions. Donc, c'est comme une sorte de catalyseur pour ça. Et ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que le bulldog, c'est un chien qui ronfle, qui peut faire pas mal de bruit. Et des fois, c'était aussi interprété comme un message dans la séance de thérapie où il se passait quelque chose et à ce moment-là, elle ronfle ou elle prend son air un peu bruyamment et les gens disent « Ah, mais voilà, elle veut aussi dire quelque chose ». Et puis vu qu'on était dans un cadre d'art-thérapie, je disais « Mais alors si elle pourrait parler, qu'est-ce qu'elle dirait elle ?» Donc ça sert aussi comme une sorte de messager symbolique, mais que c'est après le patient qui interprète ce ronflement ou ce bâillement ou comme ça. Mais du coup, ça rajoute vraiment quelque chose dans la séance. Et puis sinon, il y avait effectivement aussi tout bêtement des affinités entre le chien et certains patients. En général, des patients qui avaient eux-mêmes aussi des animaux sont très quand même à chercher le contact. Et du coup, ça venait des fois aussi un peu des rituels, justement, d'aller tout de suite vers cette chambre, de prendre contact avec ce patient, etc. Donc ça dépendait un peu aussi, vu qu'elle était libre dans la maison. Il y avait aussi des moments où elle était elle seule avec les patients ou sur la terrasse ou comme ça, où elle n'était pas forcément, où j'étais pas forcément présent. Et je me demande si donc on a discuté avec le docteur Yersin du fait que les patients avaient été consultés pour savoir s'ils acceptaient la présence du chien. À Rive-Neuve, dans le fond, il était là, les chats étaient là. Est-ce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise ou qui ont peur du chien, des chiens en général Comment ça se passait? Est-ce qu'il y a eu ce genre de situation? J'ai pas eu de patient qui avait peur du chien. J'ai vraiment pas eu. En toutes ces années, elle était là quand même 9 ans. Par contre, il y avait une personne du personnel qui avait la phobie des chiens et des pigeons. Et c'est vrai que dès que le chien arrivait, elle se levait. Et ça, c'était un peu compliqué. En même temps, j'espère que ça a servi un peu à dédramatiser le chien parce j'ai fait très attention. J'allais pas trop près quand cette personne était là au travail. Après, il y a des gens qui disaient
plutôt par rapport aux chats qu'ils étaient allergiques, parce que le chat aussi, il circulait librement. Et avec le chien, il n'était jamais imposé. Si quelqu'un... mais c'est aussi un peu intuitif, on sent un peu, là, il faut peut-être plutôt demander. Mais si la personne a déjà dit 2 fois, mais en fait, ce chien, il est acquis, etc., on va volontiers avec le chien. Mais peur, j'ai jamais vu, en fait, quelqu'un qui avait peur, parce que justement, comme disait Dr Yersin aussi, c'est des chiens relativement petits. Ils sont un peu costauds quand même, mais ils sont petits, donc adulte, ça fait moins peur. Elle pesait combien de kilos pour qu'on se rende compte? Elle pesait 10 kilos. Adulte, d'accord. Ouais. Ouais, je sais pas comment... Et la vôtre aujourd'hui? Elle est à 11 kilos, mais elle vient d'être mise au régime. Ah, après les fêtes, Après les fêtes, oui. voilà. C'est les patients qui lui donnent, qui viennent avec des biscuits? Alors, pas des biscuits, mais c'est vrai qu'elle a reçu quelques cadeaux de Noël de la part de certains patients. Pas à manger, mais des cadeaux de Noël. Ouais, joli. J'ai une question sur Facebook. On a démarré un programme de réadaptation oncologique auquel vous avez participé d'ailleurs. Et j'ai une question qui est de savoir, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent d'inclure aussi une activité avec un chien, par exemple, dans ce cadre-là? Je sais pas si... Oui. Oui, bien sûr, j'ai envie de dire un chien ou pas forcément un chien. Il y a tout un tas de thérapies avec les animaux qui existent. Alors, bon, ce programme, on va pas là pour trop en parler en détail, alors par rapport à la durée et à quelle thérapie on peut mettre en place, mais je pense que l'apport d'un animal dans un programme de réhabilitation comme dans un autre programme d'ailleurs peut être très importante et amener énormément de choses ou permettre d'aborder énormément de choses qu'on n'aborderait peut-être pas forcément ou spontanément uniquement par la parole. Mm-hmm. Je me pose aussi la question en termes d'hygiène dans des lieux quand même de soins, plus ou moins somatiques. À quoi vous avez été attentif à Rive-Neuve par rapport à ces animaux qui étaient présents? Est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques? Oui, il y a eu des mesures spécifiques ou plutôt des recommandations ou des règles. Donc ça veut dire que, évidemment, le chien, quand il était dehors au jardin, parce que vu qu'elle se baladait aussi seule, hein, des fois au jardin ou comme ça, toujours veiller à ce que les pattes sont quand même propres, d'essuyer, mais comme on ferait un peu à la maison finalement. Et puis ensuite, avec les patients, qui se désinfectent les mains après. Et puis, vu que certains patients avaient envie qu'elle vienne sur le lit, ce qu'elle aimait beaucoup, parce que vu que c'était chien un peu canapé, comme ça, elle était toujours assez prête à ça, mais il fallait mettre un linge. Et puis ensuite, dans un hôpital, on a toujours une infirmière ou quelqu'un d'autre qui est un peu spécialisé dans l'hygiène hospitalière. Et puis c'est vraiment là que si on amène un animal qui peut vraiment dire... qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui est inadéquat. Après, avec des personnes qui sont en isolation, j'allais jamais. Elles rentraient pas dans la chambre. Mais finalement, en tout cas, à Rive-Neuve, on n'avait pas tellement des gens en isolation. C'était plutôt rare. Et à Rive-Neuve, qui s'occupait de l'entretien? Donc, c'était votre chien? Vous rentriez le soir avec? Oui, et puis elle avait une marraine qui était une de mes collègues. Donc, quand moi j'étais en vacances, soit je la prenais avec, ou si j'étais loin en vacances, c'est elle qui la prenait et continuait à la prendre au travail. Et donc, la chienne, elle savait exactement où était sa place et avec qui elle devait partir le soir. Et finalement, ce que je me dis maintenant avec le recul, c'est qu'elle aurait peut-être eu plus besoin de vacances aussi, un peu elle, de l'endroit. Mais en même temps, elle aimait y venir parce qu'elle a un tas d'avantages, comme disait le docteur Yersin, plus de câlins qu'avec une personne tout seul. Hein, s'il y a 20 personnes, plus les proches, donc ça fait beaucoup de câlins. Et puis un espace, et puis tout ça. Vous parlez à l'imparfait, donc c'est un chien qui est... Elle est morte, oui, elle est décédée. Elle a eu un cancer. Et j'ai dû la faire endormir il y a 1 année et demie, comme ça. Et, donc elle a passé toute sa vie au contact avec des personnes. Et d'ailleurs, c'était très touchant aussi quand on voyait que des fois elle n'était pas bien. Les patients me demandaient, puis je disais, mais oui, elle a un cancer, elle a des métastases,
Et puis finalement, il disait, mais qu'est-ce que vous donnez? Et puis elle avait de la cortisone, donc les patients disaient, ah mais moi aussi j'ai eu ça. Donc oui, finalement jusqu'au bout, elle était aussi là pour accompagner, puis peut-être parler aussi des choses de la maladie que peut-être justement on n'en aurait pas parlé autrement. Et docteur Yersin, c'est vous qui vous occupez alors de votre chien toute la journée, qui faites quelques sorties, j'imagine? Oui, c'est moi qui gère les sorties, oui. Et alors, quand on est malade ou qu'on est hospitalisé, qui peut nous aider à l'entretien de ces animaux domestiques? Est-ce que... Bon, je pense que c'est un vrai enjeu hein, dans le moment où la santé ne permet alors soit plus de faire les balades, de sortir, ou lorsqu'on est hospitalisé. Je crois que c'est là où les proches peuvent être aussi présents et être là. Il y a aussi quelques associations hein, dont vous nous envoyez les liens pour préparer la rencontre d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est effectivement une denrée assez rare. Hein. C'est pas tout à fait évident dans ces moments-là. Et d'ailleurs, dans la situation de fin de vie, moi j'ai souvent entendu que c'était un enjeu important et une réelle inquiétude de savoir qui s'occuperait d'un chat, d'un chien, une fois que la personne serait décédée. Et une inquiétude légitime, mais dont il faut s'occuper. Donc on pourra mettre quelques liens aussi oui, alors, je pense que c'est une bonne idée. Dans notre page. Et puis juste en complément, j'ai vu, entre autres chez mon vétérinaire, mais aussi ailleurs, il y a des personnes maintenant aussi qui font ces formations de gardiens d'animaux, que certains déposent chez les vétérinaires ou comme ça leur carte visite, et c'est des personnes qui sont d'accord de soit aller promener le chien si c'est un chien, ou d'aller aussi à domicile s'occuper d'un chat. Donc je conseillerais aussi de peut-être, si quelqu'un a besoin, de contacter un vétérinaire pour voir s'il y a des gens dans la région ou dans le quartier ou dans le village qui sont assez proches pour pouvoir aider quand la personne doit être hospitalisée, le propriétaire ou la propriétaire. Je vois que l'heure tourne, donc on a parlé de ces animaux domestiques, essentiellement des chiens, puisque vous travaillez avec le vôtre, puisque vous aviez travaillé aussi avec un bulldog, hein, ces chiens et chats qui sont qui peuvent être une sorte de trait d'union entre les personnes et aider à entrer en contact. Est-ce que à l'inverse, il peut y arriver que finalement on reporte l'affection peut-être trop sur l'animal par rapport à des relations sociales, ou c'est quelque chose que vous avez observé ou pas du tout? Moi, ce que je peux juste dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la chienne était plusieurs fois, l'entrée en communication était possible qu'à travers le chien, parce que c'était des personnes qui avaient fait des expériences dures et traumatisantes avec des humains. Donc est-ce qu'on peut dire après que c'est trop sur l'animal? Je ne sais pas. Après, l'attachement ou l'affection qu'on a est bien sûr toujours problématique après, enfin douloureuse plutôt quand c'est quand le chien c'est rompu, parce que l'animal meurt ou part. Hein, oui. Les chats, des fois, ils partent. Alors, je sais pas, moi, je crois pas qu'on peut dire que ça peut être de trop. Enfin, c'est pas l'expérience, je n'ai pas croisé des gens comme ça dans les patients. Oui, alors moi, je suis assez d'accord. Je pense pas ça puisse être trop, mais par contre, dans mon expérience avec la clinique et des patients qui souffrent de problématiques psychiques, c'est souvent une relation qui peut être particulièrement investie, peut-être alors en désinvestissant en bout les relations interpersonnelles, mais c'est souvent une relation plus aisée à investir, d'un amour inconditionnel du chien vers son maître, ou les enjeux d'abandon, les enjeux de co-construction, où les attentes de l'autre sont moins présents. Le chien, il a comme attente ses besoins fondamentaux, évidemment, mais ce sont des attentes différentes d'un être humain vers un autre. Et je pense que parfois, c'est plus simple à gérer ce genre de relation-là.
Très bien. Pour terminer, quel serait votre plus beau souvenir, Madame Dolder, à Rive-Neuve? Alors, peut-être, je sais pas le plus beau, comme ça, j'arrive pas à dire, mais ce qui me vient à l'esprit, que ça m'avait fait beaucoup rigoler, c'était un patient qui arrivait, euh, très renfermé. Très vite, il s'est ouvert envers l'équipe, il s'est senti assez à l'aise, et très vite, il a voulu vraiment toujours que je vienne avec le chien. Donc, c'était même pas l'art-thérapie du tout, ni moi. Donc, c'était quand est-ce que vous passez avec le chien. Donc, c'était vraiment des visites avec le chien. Et au bout de quelques jours, il m'a dit elle pouvait faire la sieste vers lui, parce qu'en fait, il a toujours eu des boxers qui ronflent aussi. Et du coup, il a dit, mais en fait, finalement, ça m'apaise. Et donc, elle faisait tous les jours, pendant qu'il était là, les siestes avec lui. Et il disait, ah, mais c'est super ce ronflement, mais ça me fait un de ses bien. Donc, un gros défaut de ces chiens, finalement, ça a été un avantage, en tout cas, pour ce patient. Docteur Yersin, j'ai encore juste une question. Oui. Alors, vous avez votre chienne depuis peu, mais est-ce que vous avez observé que le chien peut anticiper des fois un petit peu la réaction d'un patient ou le malaise, ou là il y a une question plus spécifique de chiens qui anticiperaient des crises d'épilepsie ou d'hypoglycémie, alors qu'ils se présentent peut-être moins dans votre cabinet Oui. Oui, alors dans mon cabinet, il est en général pas question d'hypoglycémie ou de crise d'épilepsie, mais à ma connaissance, ça existe et c'est de plus en plus utilisé, peut-être d'ailleurs plutôt dans les pays anglo-saxons, si je ne me trompe pas. Mais oui, des chiens éduqués pour aider leur maître à éviter une crise d'hypoglycémie, je crois vraiment que ça existe et que c'est bien utile. Au cabinet, je ne sais pas si elle anticipe. En tout cas, il y a quelque chose en elle qui résonne, et quand quelqu'un est très tendu ou plus ou moins agité, elle a aussi tendance à se lever, à trafiquer, à aller voir ce qui se passe. Donc je pense qu'elle sent toutes ces choses. Très bien. Grégory Yersin, Béatrice Dolder, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à toutes et tous et à bientôt.